Bonjour et très heureux de vous retrouver en ce jour encore pour la réflexion hebdomadaire. Rencontre et échange, nouveau numéro. Nous allons une fois encore parler du 12 scrutin du 20 avril prochain. C'était prévu pour le 13. Il y a eu un report d'une semaine. Est-ce que cela aurait suffi aux partis politiques et aux candidats de se préparer pour aller à ce scrutin législatif et régional? Et quels sont les enjeux et défis de cette élection? C'est la première fois que les Togolais sont appelés à voter le même jour à deux scrutins. Et donc, qui peut être candidat aux législatives et régionales? Quelles sont les compatibilités et les incompatibilités? Est-ce qu'un conseiller en poste maintenant peut prétendre à l'un ou l'autre des deux scrutins? Eh bien, nous allons réfléchir sur ces questions entre confrères de nos rédactions. Et donc, qu'est-ce que nos rédactions pensent de ce double scrutin? Et pour en discuter, je reçois pour vous, à ma droite, Ambroise Pondior. Il est le directeur d'application de Guardian. Ambroise, merci d'accepter notre invitation. Oui, c'est un plaisir pour moi. C'est ça. Bonjour les téléspectatrices et les téléspectateurs d'État Santé. C'est ça. Vous avez accepté discuter, échanger avec votre confrère Abbas Issaka de manière libérée. Abbas, merci d'être sur ce plateau. Merci Gérard. Merci à tous et salut à mon confrère Ambroise. Je salue à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de la Delta Santé, et heureux de les retrouver pour aussi. C'est ça. Oui, parce que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. On ne s'est pas retrouvé comme ça. Tout à fait. Entre qu'on ne fait pas les sujets d'actualité. Ouais. Voilà, nous y sommes aujourd'hui donc et on va parler de ce scrutin. Première question, c'est un scrutin double, hein, et c'est un premier exercice que les Togolais vont faire. Serait-il compliqué ou aisé pour eux, Ambroise? Je commence par vous à tout hasard. D'abord, je dois dire que les Togolais ont une certaine maturité électorale, d'avoir une maturité politique, une maturité électorale. Ils ont toujours l'habitude de participer à des élections qui sont toujours des enjeux dans ce pays. Et c'est vrai que c'est la première fois on participe. Ils seront appelés à participer à un double scrutin. Mais c'est toujours dans les mêmes urnes, dans les mêmes bureaux de vote. Sauf que les bulletins seront peut-être séparés ou différents pour éviter la confusion surtout ceux-là qui ne sont pas habitués à ce genre de scrutin. Pour les anciens, ils savent déjà que quand on rentre dans le bureau de vote, on rentre dans l'isoloir, on dépose, on coche et on dépose celui qu'on positionne ou le parti qu'on positionne. Maintenant, peut-être c'est les deux urnes qui seront dans l'isoloir de cette fois-ci. On prend deux bulletins déjà au niveau des scrutateurs et on dépose. Et donc, sur le principe, il n'y a pas à craindre. C'est vrai qu'il faut craindre aussi quelques bulletins nuls avec cette nouveauté, mais c'est l'expérience qui fera la différence. C'est cela. Abbas, pas d'inquiétude pour les électeurs? Non, je ne pense pas. Comme Ambroise l'a dit, c'est que le Togolais est déjà mature par rapport à ces élections. Et on a commencé la chose en 1992, je crois, avec des bulletins multiples. C'est ça, le référendum. Après, on a dit on va voter avec le bulletin unique. Et les Togolais s'y habitués. Aujourd'hui, on a un scrutin multiple. Il suffit qu'on leur explique que dans l'isoloir, vous allez avoir deux urnes. Vous allez dans l'isoloir, vous choisissez, il y a deux urnes. Quand vous sortez, il y a une urne pour les législatives et une pour les régionales. Ce qui veut dire que si on lui explique, la sensibilisation va commencer par là. Et justement, c'est cette sensibilisation qui manque, n'est-ce pas? Alors, qui va le faire? Oui, la sensibilisation. Nous, les médias, la CENI, les partis politiques, parce que jusque-là, on ne voit pas encore de grande sensibilisation sur nos chaînes de télévision, de radio, dans les journaux écrits. Oui, en fait, c'est l'organe qui organise les élections qui doit engager ces sensibilisations-là. Et envoyer des spécimens aux médias, également des spécimens aux partis politiques. Qui, lors de leur campagne, vont présenter la situation. Ils vont dire, voilà, quand vous allez arriver, voilà, il y a ça pour les régionales,
il y a ça pour les législatives. Et les médias vont encore atténuer, relayer. Parce que c'est... Ça va commencer quand? Est-ce qu'il faut attendre le début de la campagne avant de le faire ou bien la période de pré-campagne? Non, bon, ça doit... Lors du travail au niveau de la 14e séance au niveau du CPC, il a été dit que la CENI donne les spécimens aux partis politiques pour qu'ils puissent commencer les sensibilisations. Maintenant, la balle est dans le camp de la CENI qui traîne les pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, si il faut commencer les choses, tout doit partir de la CENI. C'est ça. C'est elle qui doit libérer les spécimens pour que les sensibilisations puissent continuer et on peut voir comment les choses vont se passer. Les médias ne seront là que pour relayer cette sensibilisation. C'est ça. Ambroise, vous pensez aussi que la CENI traite ne pas? C'est de la responsabilité de la CENI, en principe, de commencer tôt la sensibilisation, d'abord à travers les médias. Et la CENI a formé les médias la dernière fois. Oui. C'est vrai sur la déontologie et autres. Oui. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'Abbas a dit. Il faut que les électeurs soient sensibilisés sur comment les deux scrutins se dérouleront, comment pratiquement ça va procéder dans le bureau de vote. C'est ça qui est important. C'est vrai, les partis politiques iront sensibiliser leurs militants avec le spécimen. À l'heure où nous parlons, ces partis politiques n'ont même pas encore le bulletin. Il y a comme ils n'ont pas le spécimen. Il n'y a pas le spécimen. Il y a comme l'impression que ça cafouille un peu au niveau de la CENI. Je ne saurais le dire. Mais à l'heure où nous parlons, si les élections se tiennent le 20 avril, ça veut dire que c'est dans 40 jours. Donc si dans 40 jours, déjà le 1er mars, cette sensibilisation, ne serait-ce qu'au niveau des médias, doivent commencer. Avant que la campagne ne commence, parce que c'est les médias qui doivent commencer le travail. Quand on parle de spécimens, sur la télévision, la radio, tous les médias possibles, les réseaux sociaux, c'est la presse écrite, c'est les médias qui doivent commencer aujourd'hui. La campagne va s'ouvrir peut-être dans un mois. Et si ça va s'ouvrir dans un mois, c'est là les partis politiques vont relayer. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas des fois tout le monde, tous les militants qui sortent quand même pour venir à ces meetings-là. Les gens sont souvent à la maison et c'est le jour J, allons pour voter, les gens accourent pour aller voter sans savoir comment certainement cette fois-ci ce double scrutin va se dérouler. C'est là où se trouve un peu l'inquiétude. Moi j'ai toujours accusé le gouvernement dans ce genre de choses. J'ai parlé souvent de fraude. La fraude, c'est pas le jour J des élections. Il y a plusieurs mécanismes de fraude. Et même quand on prend déjà au début de ce processus avec le découpage, c'est une manière. On parlera tout à l'heure. Voilà. Donc je dis aujourd'hui que la CENI, qui veut d'ailleurs entrer en convention avec les médias, pour lesquels ils ont été appelés, et que jusqu'à présent, le samedi, on s'est vu, ça fait pratiquement une semaine, il n'y a rien eu de cela. La convention n'a pas encore été signée. Je ne sais pas pourquoi il ne traînait pas. La CENI doit, cette semaine, appeler les médias et signer cette convention-là pour que les médias commencent déjà la sensibilisation sur la manière dont le scrutin va se dérouler, les spécimens à montrer au niveau des télévisions, dans les médias, comment ça va dans les médias, dans la presse écrite et au niveau de la radio, même jusqu'aux réseaux sociaux. Il y a maintenant des infographistes, il y a des choses qu'on peut déjà commencer. Donc là, CENI n'a qu'à s'organiser, être concentré sur ce qu'il y a de faire, parce que c'est des scrutins qu'il ne faut pas bâcler. Il ne faut pas bâcler ce scrutin-là. Parce que ça aussi, ça fait partie... Il y a tellement d'enjeux, c'est ça? L'enjeu est tellement élevé que les gens sont prêts à le négliger pour que ça profite à certains ailleurs. D'accord. Surtout dans le grand domaine. Voilà. Moi, c'est ce que moi je dis. On va y revenir. Fort heureusement, il y a un report d'une semaine. C'était prévu pour le 13 avril. Après, l'opposition a beaucoup parlé, réagi. Et finalement, c'est le 20. Est-ce que ce report peut être en faveur de tout ce travail de rétablissement, en tout cas de correction, de rectification du tir? Oui, bon, ce report est dû au fait que... Est-ce qu'une semaine c'est suffisant pour remédier? Une semaine, c'est parce que les gens ont commencé par se préparer, ils sont déjà dans le bain des élections. C'est que s'il y a certains partis politiques qui disaient même que si c'est le 13, même si c'est demain, ils sont prêts Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Donc aujourd'hui, ce report est dû au fait que il y avait des discussions sur le montant de la caution. Sur un montant trop élevé. Qui a été revu à la baisse finalement. Donc, il fallait aussi engager des discussions pour trouver un consensus sur ce
montant. 500 000, c'est élevé pour beaucoup. Donc, les discussions sont engagées au niveau du CPC et on a trouvé un modus vivendi pour dire que bon, on ramène ça à 300 000 francs et moitié pour mesdames, les femmes. Oui. Donc, ça fait qu'on ne peut pas dire que les élections vont tenir le 13. Il faudrait aussi demander aux gens de s'apprêter, puisqu'on a repoussé également la date du dépôt des candidatures. De clôture des candidatures. Donc il faudrait que tout le monde soit prêt en ce moment. Actuellement, moi je me dis que tous les partis politiques qui veulent aller et les organisations de la société civile, les indépendants, les gens sont déjà prêts pour aller à ces élections. Seulement, le report là va aussi leur profiter pour mieux se préparer et prendre des dispositions pour que rien ne se passe au hasard ou bien ne se filtre comme ça. Donc, je pense qu'il faut mettre les débats, puisque quand on parle de consensus, il faut trouver un consensus pour aller. Il ne faut pas faire de telle sorte que quelqu'un soit lésé dans cette situation. C'est ça. Donc aujourd'hui, des deux partis, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition ou les indépendants, chacun est prêt. Je ne suis pas sûr que ça va leur surprendre qu'on a reporté les élections. Ambroise, est-ce que vous pensez que les Togolais sont enthousiastes à aller au vote? Parce qu'on a comme impression, c'est qu'il y a une lassitude qui s'empare des électeurs. Quand vous entendez les gens dans la rue, ils vous disent que bon, on a toujours voté, ça n'a rien donné. Alors, quelle appréciation vous faites, n'est-ce pas, de ce sentiment des Togolais? Est-ce qu'ils sont enthousiastes pour aller aux urnes le 20 avril prochain? Pour l'heure, j'estime que les Togolais qui se sont mobilisés pour aller se faire recenser, suite aux appels des partis d'opposition et de la société civile, d'autant plus que le Togo vient de très loin, l'opposition et la population vient très loin par rapport aux élections de 2018. Pour avoir boycotté en 2018. Moi, je ne parle pas ça un boycott, c'est un refus de participer, d'autant plus que les conditions n'étaient pas... Beaucoup de conditions n'étaient pas réunies pour ces élections-là. C'est vrai que c'est un lourd tribut que tout le monde est en train de payer aujourd'hui. Au demeurant, il est clair que les gens se sont levés pour dire que cette fois-ci, nous allons aller à des élections. Quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, pas à n'importe quelle condition, c'est vrai, mais le boycott ne sera pas au rendez-vous. Tous le disent. Le 20 mai. Donc je me dis que si l'ambiance qui avait régné, si l'ambiance qui avait précédé l'appel, ou qui avait succédé à l'appel à la mobilisation, qui a amené beaucoup de Togolais à se faire recenser, si cette ambiance est maintenue, malgré les quelques hésitations de part et d'autre, je crois que les gens ont les cartes. Il suffit que ça se lance encore pour une énième fois. À la veille des élections législatives et régionales, les gens vont se lever pour aller à ces élections-là. Parce que ces élections ont tellement de défis et d'enjeux. L'enjeu, c'est que les gens... Parlons d'enjeux, oui. L'enjeu, c'est que il faut qu'il y ait un changement. Quel que soit le risque que ça amène, quelle que soit la peur que ça amène, il faut qu'il y ait un changement, que l'opposition retourne à l'Assemblée pour pouvoir rebalancer les choses, pour pouvoir retracer les cartes. Parce que certaines lois ont été fabriquées, ont été votées dans la dernière législature. C'était des lois, franchement, qui ne tiennent pas. Juste un exemple, une loi qui dit vous n'allez pas marcher devant un commissariat, vous n'allez pas marcher devant un marché, vous n'allez pas marcher derrière un dispensaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de marche. Donc ça veut dire qu'il y a une violation flagrante de la Constitution togolaise qui donne la liberté de manifester. Donc reconnue par la Constitution et les lois de la République. Maintenant, avec les députés qu'on a eu dans la dernière législature, vous allez comprendre que c'est des gens qui ont été unanimes pour contrecarrer le peuple, pour mettre le peuple au mur. Il n'y aura plus de marche pour vous. Donc aujourd'hui, nous disons que si telle est la situation et que on a boudé l'Assemblée pendant 5 ans, il y a lieu de retourner à cette Assemblée-là, constituer une majorité pour pouvoir damer l'opinion, c'est-à-dire renverser la tendance pour obtenir l'alternance et la démocratie. Parce que c'est là que le jeu se joue. Il suffit qu'ils rentrent à l'Assemblée, revoient les lois et maintenant ramènent la démocratie à travers cette Assemblée-là pour qu'on puisse dire qu'on a quelque chose en main. Au pire des cas, constituer un blocage, c'est-à-dire une minorité de blocage pour ne pas permettre au pouvoir en place et ses alliés
qui étaient dans l'Assemblée là, de jouer encore le jeu de la dictature, le jeu de la démocrature. C'est ça. Oui, Abbas, donc vous pensez que les Togolais sont heureux de retourner aux urnes le 20 avril prochain? Oui, et ils sont heureux de le faire parce que ce qui s'est passé en 2018, les gens ont tiré les conséquences de ça. Mais le problème maintenant, c'est la mobilisation de cette population-là. C'est ça. Pour aller effectivement voter, avoir confiance en ces acteurs politiques et dire, bon, nous allons décider. Comme Ambroise l'a dit, il faut une alternance. Et s'il n'y a pas une démocratie, c'est-à-dire une législature qui est forte, il n'y a pas une opposition même qui est forte, en force d'une majorité au Parlement, c'est qu'il y aura des problèmes. Il ne faut pas avoir des gens qui sont là, quand vous arrivez, ils attendent, on dit pour, et on lève la main, ils regardent derrière pour voir est-ce que son ami a levé la main, ou bien la présidente de l'Assemblée nationale, elle a levé la main, et tout le monde lève la main. C'est ça. Il n'y a pas de critique. Il n'y a rien qui va faire de telle sorte que les gens vont... Maintenant, il faudrait que cette opposition, la vraie, moi je parle de la vraie opposition, puisse se battre, mobiliser la population, même si la population dit qu'elle est déçue de tout ce qui se passe, oui. Lui redonner la confiance, dire que venez, nous allons faire ce que vous voulez au niveau du Parlement. C'est là-bas que tout se joue. C'est ça. Parce que si tu n'es pas là, tout ce qu'on va faire, ça sera contre toi ou bien pour toi. Tout va l'exécuter. Donc, faire de telle sorte que cette population soit remobilisée et qu'elle puisse répondre aux appels des acteurs politiques pour aller voter massivement. Oui. Ça s'est fait, on l'a vu, cette remobilisation, on l'a vu lors du recensement électoral où les gens sont allés même en grand nombre et beaucoup n'ont pas pu être recensés. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir le taux de participation le plus grand au niveau des acteurs politiques et qu'on puisse avoir confiance en nous, qu'on puisse avoir un espoir de lendemain meilleur. Oui, et j'ajuste à cela, on parle d'enjeu, c'est que au final, que cet enjeu-là puisse ramener l'alternance au niveau de la gouvernance, parce que quand on a une assemblée qui est dominée par l'opposition, par exemple, il y a l'action du gouvernement qui sera mise sur le banc à chaque fois au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas cette Assemblée-là qu'on a eu à vivre, tel que Abbas le souligne. Il suffit que Kodio lève la main, ou la présidente de l'Assemblée qui est du parti uni lève la main. Donc les autres pensent que même en dormant, ils se réveillent, il lève aussi la main. Pour dire que après ces élections-là, nous irons à la présidentielle. Et là, c'est là la carte va se jouer. Donc l'enjeu commence par ces initiatives et régionales. Maintenant, après ces enjeux-là, il y a des défis. Il y a des défis même liés au scrutin même. Le défi, c'est de protéger le vote qu'on a fait. Vous allez au vote, il faut tout faire pour rester au niveau des bureaux de vote, voir le dépouillement, et que chaque bureau de vote, que la CENI puisse avoir le courage de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, tel que ça se fait au Sénégal et ailleurs, et au Bénin. Parce que c'est ça aussi, ça participe à la fraude, ça participe à la tricherie. Vous votez dans plusieurs circonscriptions électorales et qu'on a fini de voter ici à 16h. Donc les délégués ont déjà les procès-verbaux. Donc les médias aussi peuvent s'en saisir. C'est ça la démocratie en fait. Comment ça se fait aux États-Unis ou autres. Pourquoi on n'aime pas que ça se fasse ici? C'est parce que c'est vrai que ce que le média là va relayer n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est-à-dire ça peut constituer une certaine appréhension comme quoi c'est tel parti qu'on a vu gagner ici à Niconakwe qui gagne tout le Togo. C'est pour cela, je crois, que les gens essaient quand même d'éviter que les médias rentrent en jeu. Alors que c'est la démocratie. Maintenant, au mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la CENI proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est le grand défi. Et maintenant que la population, vous-même, vous avez voté, soyez prêts à protéger ce que vous avez voté. Attendez qu'on publie, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, qu'on publie publiquement, on affiche celui qui a gagné. Assister au dépouillement. Même c'est vrai qu'avec tout ça, il suffit que dans certaines circonscriptions, dans certaines parties du Togo, que les véhicules de militaires passent, les gens fuient le bureau de vote. Donc, c'est vrai que nous sommes partis, nous venons de très loin, et ce serait un grand défi à relever, ce que je viens de souligner. Mais il va falloir y arriver, il va falloir le faire un jour. Parce que moi, je me dis que la peur a toujours changé de camp. La preuve,
à quelques jours des élections, on augmente la caution à 500 000. Ce qui était à 100 000 et à 200 000. La caution n'était pas à 300 000. La caution était à 100 000. Oui. Pour décourager les candidats. Parce qu'on sait que d'abord nous sommes en crise économique. Les gens, ils vont trouver l'argent où? Pour aller déposer. Ça constitue un problème. Et on le fait à quelques semaines des élections, contrairement à la règle de la CEDEAO qui dit il n'y aura pas vous ne touchez à aucune règle à la loi électorale à 6 mois avant les élections. Et pire encore, le découpage aussi a été fait en violant cette règle-là. Donc nous sommes dans un pays où les choses se passent comme nous ne sommes pas dans une communauté. Au demeurant, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, on peut quand même voir la lueur si le jeu est transparent, le jeu est équitable, au niveau de la CENI, parce que la CENI même, quoi qu'on en dise, n'est pas totalement indépendant. Le CPC dont parle mon ami Abbas, c'est clair que le CPC n'est pas consensuel. Parce que qui a créé le CPC? Ce n'est pas au gouvernement de créer le CPC. Et ce n'est pas au gouvernement de créer, de fixer la caution, ni de faire le découpage. Ça devient juge et arbitre. Ou arbitre et juge. Vous êtes dans le jeu, vous êtes arbitre et vous êtes juge. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est la loi électorale, le code électoral qui devait prévoir tout ça en amont. Et que tous les participants à ce jeu-là puissent savoir que c'est les règles du jeu. Maintenant, à quelques jours, quelques semaines, c'est le gouvernement qui participe aussi, qui fixe la caution. On monte à 500. Tantôt, on découvre selon les régions. C'est-à-dire qu'on prend Sotobois, qui prend 4 députés, et on prend qui a 140 000, une région qui a 200 000, 250 000 prend aussi 4 députés ou 3 députés. Ce n'est pas normal. C'est ça. Alors, ce sont des sujets de discorde entre l'opposition qui souvent a dit que le parti a préparé cette élection soit en cachette avant de pouvoir le communiquer, de l'annoncer aux autres de soi. Il parle même d'élection surprise. Oui, pas élection surprise. Parce que, à ma connaissance, c'est que quand on veut parler des régionales, comprendre le régional, je pense que ça a commencé depuis le 2021. Nous avons même publié un article là-dessus pour expliquer les choses, comprendre les régionales. Et c'est le CPC là, le cadre permanent de concertation qui a été créé pour parler. C'est pour ça que je dis c'est un cadre de concertation en permanence qui est là pour régler les problèmes qu'il y a. Ils font des propositions, ce n'est pas qu'ils prennent des décisions. Ils font des propositions qu'ils soumettent au gouvernement. Et le gouvernement décide, envoie ces projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour voter. C'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, s'il y a une opposition bien responsable au niveau du Parlement et que ces propositions de loi arrivent au niveau de l'Assemblée nationale, que les débats élevés soient faits pour faire comprendre que si là ça ne va pas, parce qu'on ne peut pas, s'il y avait cette opposition au niveau du Parlement, la caution qui était à 500 000 ne devait pas être ramenée aujourd'hui à 300 000. Le débat devait se mener au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est là que les députés vont dire non, c'est trop élevé. Est-ce qu'on ne peut pas ramener ça? Donc le débat va faire des tests qu'on puisse ramener par rapport aux élections de 2018-2019, on puisse ramener ça à 200 000 francs. Mais comme il n'y a pas de débat contradictoire à l'Assemblée nationale, et que ceux-là qui sont là-bas, on dit on a proposé ceci, les députés qui sont là, bon, on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord? Ils disent qu'ils sont d'accord qu'on ramène. Puisqu'il y avait certains qui disaient que c'était même les 500 000 francs là, c'est mieux qu'on pouvait amener ça à 1 million de francs CFA. Ah bon? Oui. Donc aujourd'hui, s'il y avait. Oui, parce qu'en fait, quelqu'un qui veut être député, il doit prendre ces mesures, ces moyens. Il doit en avoir les moyens de ça. La raison qu'ils donnent, c'est que ils ont fait le calcul que gagne un député. C'est-à-dire un député coûte en principe 3 millions de francs CFA par mois. Et que la fonction de député est la plus garantie ici au Togo. Vous avez 5 ans au moins. Vous avez 5 ans au moins. Et que même si vous arrivez avec cette posture de député pour faire un prêt à la banque, très vite, vous l'avez fait ce prêt-là, vous pouvez réaliser vos projets. Donc c'est sur ça qu'ils sont basés pour dire que le député gagne. Vous prenez même le temps de travail de ces députés. Ils vont faire 3 mois. Après, ils vont aller, comment on appelle ça, en vacances. 6 mois. Ils reviennent 3 mois. Combien de temps ils travaillent? C'est ça.
Donc, pour valoriser ce poste de député, cette institution Haute, hein? haute, donc, on ne peut pas aller dire qu'on veut gagner beaucoup d'argent là-bas et dire qu'on va donner 100 000 francs ou 200 000. Donc, c'est ça. C'est les critères. Hein? C'est des critères qu'ils ont émis, mais c'est que à partir de 200 000 à 500 000, c'est ça qui a été un peu chaud. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. S'il y avait un vrai débat à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas dû aller à 500 000 et revenir encore à 300 000. Les jeux devaient être faits depuis là. Même on pouvait même arriver à 200 000 francs CFA pour la caution. Puisque cette caution-là est remboursable. Oui, lorsque vous avez 5%, je crois. Lorsque vous avez 5%, c'est remboursable. Vous déposez vos dossiers. Après, lorsque le dossier est reçu et accepté, vous allez déposer la caution. La caution. Donc, ce n'est pas les deux qui se font en même temps. Non, ça se fait le pas. Le dépôt de dossier à part, puis après, je sais pas, une semaine, on vous appelle pour venir. On vous appelle, vous allez déposer la caution. La caution, c'est comme ça. Abbas développe les critères hein, de ce montant. Oui, mais moi je me dis que d'abord, ce vote ressemble à un vote censitaire où c'est les riches. La partie de l'Assemblée appartient aux riches. Comme Karl Marx l'a toujours dit, que le pouvoir est une affaire de riches, parce que la loi est faite pour le riche, le pouvoir est fait pour le fort. Aujourd'hui, nous constatons que ceux-là qui souhaiteraient que la caution soit amenée à 500 000, et c'est pas ce que, c'est pas ils sont des commerçants au grand marché d'Adalato, hein, où c'est les gens qui vont à Beijing ou en Chine. C'est parce que c'est les gens qui ont plus goût avec le lait de l'Assemblée, et ils ont voulu continuer par rester. Ce qui est méchant. Parce que le SMIC au Togo, il va falloir faire des ratios. Combien coûte le SMIC au Togo? Le SMIC est à 52 000. C'est les enseignants qui sont les majoritaires qui vont souvent dans ce genre d'élections. Parce qu'on se dit que c'est les gens qui sont lettrés. C'est aux lettrés qu'il faut inviter à participer à ces élections-là. Et si on pense que c'est les lettrés, combien gagne un enseignant du privé et du public? Même si les conditions sont améliorées aujourd'hui pour les enseignants du public, c'est combien en fait? On doit se baser sur le SMIC du Togo, parce que tout Togolais peut participer à la gouvernance de l'État à travers l'Assemblée nationale. Il en a droit. Il en a droit. Il ne suffit pas d'être quelqu'un qui est riche, qui paie ses impôts, comme au temps de Louis XIV, où c'est les votes censitaires qui existaient, même au temps de Louis XIV, de l'empereur Louis le Grand, il n'y a plus ça. Et c'est au XXIe siècle qu'on nous dit que les gens vont payer 500 000 francs par rapport à notre niveau de vie. On n'a pas le même niveau de vie que la Côte d'Ivoire, ni encore au Gabon. Mais allez vérifier combien ils paient là-bas. Nous n'allons pas ressembler au Sénégal, où une cabine coûte 50 000 francs, alors qu'ici c'est 7 000 francs. Je parle même d'une chambre à louer. Oui. Et donc, tous ces éléments-là, ces éléments-là, indicateurs-là, qui doivent entrer en jeu avant de fixer la caution. Les gens se mettent dans une chambre, après avoir bu beaucoup de lait, de miel, ils pensent que c'est 500 000 francs qu'ils vont. Il faut ramener la caution à 100 000 francs. Et ce qui encore m'énerve, c'est le fait de jouer le jeu de l'égalité dans la Constitution et ailleurs, dans la question genre, et qu'on ramène la caution de la femme à 50 000. Je n'ai rien contre les femmes. Oui. Mais je me dis... Oui, c'est une discrimination positive à l'égard des femmes. Il faut arrêter tout ça. Pour susciter... Il faut arrêter ça. Beaucoup de candidatures féminines. Hein? Les gens prennent combien de francs? Les femmes qui sont à l'Assemblée nationale prennent combien d'indemnités? 3 millions, non? Les hommes aussi, 3 millions. Est-ce qu'il y a discrimination là-bas, positive là-bas? Non, il faut arrêter ça. La Constitution précise que nous sommes égaux devant la loi. Et toutes les conventions des droits de l'homme, la DUDH, tout ça, la 1789, bien avant même que la femme est brimée, a déjà prévu l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut arrêter cette histoire-là. C'est ça. Celles qui sont à l'Assemblée, qu'elles m'en excusent. Dites-moi ce qu'elles ont fait concrètement au jour d'aujourd'hui. Je n'ai rien contre elles. Mais je voudrais que les choses soient égales. Si vous avez les 3 millions que les hommes ont à l'Assemblée, il faut que ce n'est pas elles qui avaient décidé. Oui. C'est le gouvernement qui a décidé. Toutes les femmes qui sont au niveau du gouvernement, c'est les gens qui font souffrir aujourd'hui les Togolais. On a quitté un gouvernement comment on appelle ça, de programme social, dans un gouvernement de chaleur sociale. Parce que c'est cette année 2023, surtout cette législature, que les choses ont été coincées pour les Togolais. Ce n'est même pas possible. Parce que les femmes, Premier ministre femme, président de l'Assemblée femme, secrétaire général du gouvernement femme, ministre des droits de l'homme, pas des droits de l'homme, ministre du commerce femme, plein de femmes. Mais les Togolais en souffrent. Allez voir comment les Togolais souffrent dans le pays. Pourtant, c'est des femmes qui sont à la commande. Et vous voulez qu'on vienne me dire quoi?
que la femme prenne 100 000 et que l'on prenne 200 000. Arrêtez cette histoire-là. Il faut arrêter ça. D'abord, elles sont à l'Assemblée, il suffit que Tchaga enlève, on vient de le dire. Les femmes, il y a des femmes qui se battent. Elles sont des avocats, elles sont des notaires, elles sont tout ça là. Mais elles sont des juristes, des femmes qui, même au marché, savent parler devant un public, savent revendiquer leurs droits. Mais elles-mêmes se combattent. Le premier défi de la femme, c'est elle-même. Les femmes se combattent. Une qui intérieure, elle dit les founoyas, mais qui intérieure les founoyas, qui l'a cherché là-bas, qui la veut là-bas. Vous allez voir la guerre qu'il y a actuellement dans l'Uni. Vous trouvez ceux-là qui vont représenter l'Uni à l'Assemblée. Vous allez voir la guerre. C'est ça. Donc c'est ça le problème de l'égalité genre qu'on nous pose chaque fois, mais qui n'est jamais réel, qui n'a jamais respecté la Constitution togolaise, encore moins toutes les déclarations universelles des droits de l'homme. Rencontre échange nos numéros, nous parlons des enjeux et défis du 12 scrutin du 20 avril prochain, scrutin sélectif et régional auquel les Togolais sont appelés. Nous parlons entre confrères ici en studio, Ambroise Ponjo et Abbas Ponjo, et Abbas Ishaka. Alors, autre préoccupation, c'est la question de compatibilité ou d'incompatibilité entre ces scrutins. Alors, qui peut prendre part à ce scrutin? Je prends un exemple concret. Je suis maire ou conseiller municipal. Et à quel scrutin je peux prétendre sans que ça joue finalement sur la question de compatibilité ou d'incompatibilité? Oui, la Constitution est claire. Puis le Code de l'électoral est clair. On dit, si vous exercez un métier et que vous voulez embrasser le métier et être élu conseiller municipal, bien conseiller régional, vous devez renoncer à votre profession. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes enseignant. Non, je ne parle pas encore de ce cas. Je parle du conseil municipal si actuel. Si le conseiller municipal actuel. Oui. Si le conseiller municipal actuel doit renoncer à son truc avant de prétendre être élu conseiller régional, il ne peut pas cumuler les deux. C'est ça. C'est impossible. Ce n'est pas possible de faire le cumul des deux. Parce que le travail qu'il y a au niveau de la municipalité est différent de ce qu'on va faire au niveau du régional. C'est ça. Donc, s'il veut être candidat, il va démissionner de son poste de conseiller municipal avant d'aller avant d'aller candidater pour les régionales. C'est ça. Donc c'est ça le principe. C'est le principe. Donc, si tu ne peux pas aller déposer ta candidature pour les régionales alors que tu es toujours conseiller municipal, ce n'est pas compatible. Et si tu es élu, tu ne peux pas exercer les deux. Il fallait choisir, c'est ça? Il faut choisir. C'est un choix que tu dois faire. Tu ne peux pas dire que je suis conseiller municipal et je suis en même temps conseiller régional. C'est tout comme les gens disent qu'ils sont députés maires. Oui. Il y a des expressions comme ça. En France, il y a ça. Même les ministres. Même les ministres. Avant même que le ministre, tu dois prouver sur le terrain que tu es aimé par ta population, tu es populaire sur ton lieu de départ, n'est-ce pas? Oui, le principe c'est ça, que tu peux pas, il n'y a pas de compatibilité entre la fonction de maire et la fonction de conseiller régional. C'est ça. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, ce qu'il dit. Justement, que fait ce conseiller régional? On connaît le rôle des députés. Bon, ils sont à l'Assemblée pour les lois. Alors, le conseil régional. Oui, le conseil régional, il participe à la gouvernance régionale dans un conseil présidé par le président du conseil régional. Oui. Parce que ça, c'est pratiquement la même chose au niveau communal. Donc, au niveau régional, il y a un conseil. Ce conseil-là, c'est des gens qui ont été élus. Donc, c'est des conseillers régionaux qui ont été élus, présidés par le président du conseil régional. C'est vrai qu'il y aura un gouverneur qui sera nommé, ce qui n'est pas le cas en RDC et autres, où le gouverneur est aussi élu. Oui. Le gouverneur est en principe élu. Et donc, le conseil régional, c'est lui qui décide de tout ce qui sera fait en termes d'action, d'activité dans la région, comme ça se fait au niveau communal. Communal. Non, pas préfectoral, parce qu'on a désormais deux niveaux. Il y a les communes et les régions, je crois. Et donc, ce conseil-là, lui, son problème, c'est de s'occuper de ce qui est essentiellement régional. C'est la compétence qui lui est dévolue. Et donc, c'est les conseils régionaux qui décident de qu'est-ce qu'il faut faire dans telle région, dans telle préfecture, voilà, dans telle commune. Pas dans telle commune, mais comme la préfecture est une circonscription administrative aussi,
Donc, les conseillers régionaux regardent directement au niveau de la préfecture. Et ils sont plus appelés à voir ce qui se passe au niveau des préfectures. Ça, c'est ça la réalité. Donc, le gouverneur, par exemple, il est supérieur hiérarchique au préfet. C'est ça. Parce qu'il a été nommé. Le préfet a été nommé. Oui. Son supérieur hiérarchique, c'est le gouvernement. Vous voyez, c'est le chef du gouvernement. Vous voyez tout ça, c'est le ministre de l'administration territoriale qui représente le gouvernement. Et donc, il y a un gouverneur. Et le gouverneur, là, n'impose rien aux décisions du conseil régional, mais travaille en concomitance avec le conseil régional. Sauf que le gouverneur fonctionne comme le préfet. Il a à agir. Le gouverneur a agi dans le contrôle de l'égalité des actes posés par les conseils régionaux ou par le président du conseil de région. Parce que si le président du conseil de région va poser un acte, supposons que c'est quelqu'un qui est élu, il est de l'opposition. Que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, parce qu'au niveau, si c'est du pouvoir, c'est plus facile entre eux. Mais si c'est de l'opposition, il pose un acte et que le gouverneur n'est pas d'accord, le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un contrôle de l'égalité des actes. Des actes. Les actes, c'est quoi? Je veux réaliser un ouvrage dans quelle préfecture? Au nom de la région. Mais si le gouverneur pense que ça n'arrange pas le pays, le gouverneur est à même de porter cette affaire-là devant le juge administratif. Et c'est le juge administratif qui dit ce que le conseil régional veut faire là, ça respecte où le président de région qui a reçu mandat de ses pairs conseillers, ce qu'il veut faire, ça répond à la loi. Ou c'est le gouverneur qui dit ça viole la loi. Donc ça, c'est le contrôle de l'égalité. C'est-à-dire le contrôle des actes conformes à la loi. Ok. C'est ça. C'est ça. Le risque, c'est qu'il peut y avoir des conflits de compétences, peut-être entre le gouverneur et le maire. Et le maire. Non, pas le maire. Entre le président du conseil régional et le maire. C'est vrai, il y a une démarcation au niveau des compétences. Quand vous lisez les textes, vous comprendrez qu'il y a... Est-ce que c'est suffisamment précis pour éviter ce genre de conflit? Parce qu'on en a vu, même au niveau de la délimitation même de... Oui, vous savez, ils vous diront que la décentralisation, c'est un chemin. C'est un chemin parce que, avec les communes déjà qui ont 6 ans de mandat au lieu de 3, pour qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, parce que les conflits, ça ne cesse pas, même entre Golfe 7 et Golfe 5, il y en a eu au niveau des délimitations. Et donc, c'est vrai, le problème que tu poses est un problème qui va ressurgir, les conflits de responsabilité, les conflits de compétences, au niveau même des territoires et au niveau des actes, des projets à réaliser. Au niveau des projets à réaliser. Et là, je crois que la loi, je crois que comme ils l'ont fait, ils ont révisé la loi sur la décentralisation 4 fois, dans moins de 3 ans. C'est ça. 4 fois dans moins de 3 ans, ça veut dire que... En tenant compte de la réalité du terrain. Eux, ils tiennent compte de la réalité du terrain en leur profit. Parce que moi, je suis spécialiste un peu de la décentralisation des collectivités territoriales. Et donc, en lisant, vous savez que le processus est bien amorcé, mais un processus qui balbutie. De par l'endroit, des intrusions intempestives du préfet dans les actes, dans les actions des maires, certains préfets qui ignorent même leur rôle de contrôle d'égalité, s'ils doivent y agir, ils appellent les policiers ou les militaires pour aller interdire, alors que ce n'est pas la voie d'interdiction. La voie d'interdiction, c'est le contrôle de l'égalité devant le juge administratif. On appelle les tribunaux administratifs, bientôt ça va se créer, c'est ce qui se dit, mais l'État a peur peut-être de ces tribunaux administratifs parce que l'État, on peut attaquer l'État devant la justice. Et devant la justice, c'est devant quelle justice? C'est devant le juge administratif. Ici, on a une deuxième chambre administrative de la Cour suprême. La deuxième chambre ne suffit pas pour tous les Togolais. Si vous êtes brûlé dans ce quartier, vous avez de l'eau qui ne vient pas, c'est une affaire de maire. Et ce maire-là a des problèmes, ou un lampadaire qui ne fonctionne pas, c'est le maire. Le citoyen doit porter plainte devant qui? Devant un juge administratif. On n'a pas trop de juges, on n'a pas de tribunal administratif. Donc, normalement, avec la décentralisation, on devait créer maintenant les tribunaux administratifs. Les tests ont prévu ça. Et tous les deux sont prêts pour qu'on puisse y aller. Pourquoi l'État retarde cela? Parce que ça ne l'avantage pas. Vous voyez ça? Donc les conseillers régionaux vont travailler en chevauchement avec les conseillers municipaux, donc le maire et le président de région. Là où le problème va se poser, c'est la question du gouverneur et du préfet qui s'opposent à tout bout de champ. Et il va falloir faire une démarcation entre aussi le préfet et le gouverneur. D'abord, il ne peut jamais avoir le problème entre le gouverneur et le préfet, parce que le préfet est le subalterne du gouverneur. Parce que eux tous sont les représentants de l'État, les représentants du gouvernement, au niveau des régions, au niveau des préfectures. C'est ça. Maintenant, c'est le problème entre maire
et président de région qui va se poser au niveau des compétences de réalisation de certains projets. C'est ce que nous, on voit arriver. C'est ça. Oui, Abbas, il y a aussi le problème du Grand Lomé. Hein, il va avoir un gouverneur pour Lomé par rapport au reste de la région maritime. Non, vous voyez, quand on parle de ses compétences... Non, Lomé sera une région autonome. Une région autonome, voilà, oui. Voilà. Il y aura un gouverneur avec un gouverneur. Lomé. Et ça aussi, c'est une dichotomie. Donc, aujourd'hui, nous avons 5 régions économiques du pays. Et les conseillers régionaux sont répartis entre ces 5 régions. Oui. La région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et la région des Savanes. Oui. Ce qui veut dire que ces conseillers régionaux qui seront élus ont plus de compétences régionales que les compétences au niveau local des communes. Parce que vous voyez que dans plusieurs préfectures, dans plusieurs régions, il y a plusieurs communes qui sont là. Et ces communes, c'est le maire de cette commune-là qui fait le travail dans sa commune. Aujourd'hui, les projets qui vont être faits, il y a un projet pour la région. Si on prend la région maritime ou bien la région des plateaux, les projets qui vont arriver seront gérés par le conseil régional de chaque région. Qui a à sa tête, un président du conseil régional. Voilà. Donc c'est comme ça les choses vont se passer. Là, je ne pense pas qu'il y aura trop de choses parce que c'est une compétence élargie, plus que celui qu'assument les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux ont une compétence un peu limitée au niveau de leur commune. Ici, c'est toute la région. Donc je pense que c'est beaucoup plus élargi au niveau de ces conseillers que au niveau de... Moi, je prends par exemple la commune, une commune de Tchaoudjo 1. La commune de Tchaoudjo ne peut pas régler les problèmes de la région. Oui. Donc, il y aura des conseillers régionaux qui seront élus au niveau de la commune, au niveau de Tchaoudjo, de la région centrale. Donc, ces conseillers régionaux vont se charger même de voir les projets qui seront là et exécutés au niveau de la région de Tchaoudjo seulement. De même pour la région des Kara et la région des Savanes. Ce qu'il dit là, je voudrais apporter un peu du... Vous parlez du problème du Grand Lomé là. Oui, je voudrais apporter du grain à moudre à ce que Abbas dit, dans ce sens que c'est vrai, il y a l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est une question d'unicité des forces pour pouvoir faire un projet qui satisfasse les 2 communes ou 3 communes à la fois, ou 5 communes. Maintenant, ici, avec les conseils régionaux, ce qui va se passer, il y aura des projets transfrontaliers, c'est-à-dire que des projets qui dépassent plusieurs communes, plusieurs préfectures, dans une même région. C'est là où la région est obligée de travailler avec les communes, parce que la région ne peut pas se lever pour travailler sur plusieurs communes sans... L'aval, hein? Pas l'aval, sans travailler en collaboration avec, parce que les communes maîtrisent mieux leur territoire que ce qui se passe au niveau de la région. Donc, tous les projets, obligatoirement, que la région va mener, c'est vrai que c'est son projet, mais il doit le faire en concomitance ou en collaboration avec les communes pour ne pas démultiplier déjà ou faire encore un projet que la commune a déjà à son niveau, dans son quartier. Par exemple, il y a un projet de caniveau qui traverse Tchaoudjo 1, Tchaoudjo 2, Tchaoudjo 3, Tchaoudjo 4. Vous voyez ça? Et ce projet-là, la région peut prendre un financement pour aider les 4 communes. Et les communes sont tranquilles. C'est eux qui vont en bénéficier. Mais la région travaille en collaboration avec les techniciens ou les chefs, les divisions techniques de chaque commune en collaboration avec les maires de ces 5 communes-là. Mais eux ne dépensent pas. Parce que c'est la région qui a trouvé l'argent. Moi, je veux vous dire, c'est ma région aussi. Je voudrais que la région avance. Mais comme le projet est transfrontalier, ça dépasse toutes les communes, nous région, on gère. C'est la compréhension que nous avons. C'est comme en France, en Angleterre, le projet de Manche. La Manche, ça quitte la France, ça va en Angleterre. C'est un projet concomitant. C'est comme le projet de la CEB. On veut maintenant un gazoduc des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la CEDEAO qui va gérer ça. Et la CEDEAO finance. Maintenant, on travaille avec tous les gouvernements de la région.
C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est clair. C'est clair. Merci bien pour ces éclaircissements que vous apportez, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qui posent beaucoup de questions justement à propos de ce scrutin et connaître les compétences des uns des autres, le rôle, n'est-ce pas, de ces conseillers régionaux en relation avec ce que font déjà les conseillers municipaux. Oui, moi j'ai après avoir analysé, après 4 ans de parcours, ils n'ont pas encore fait le bilan. Même un bilan à mi-parcours, ils n'en ont pas fait. Les conseils municipaux Oui, les conseils, pas des conseils municipaux. Avant que, c'est normal. C'est eux qui doivent faire un bilan, qu'on puisse récolter ce qui a marché, les success stories, et ce qui n'a pas marché, avant que d'aller à ces élections régionales. On ne doit pas se presser en principe aux élections régionales. Parce que le Togo ne l'a jamais fait. Et si on veut le faire, il faut que les premiers mandats des conseils municipaux, des maires finissent d'abord. On évalue ça, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, avant de lancer les élections régionales. Ici, eux, ils cumulent tout. Vous savez, en plus, la manière dont la décentralisation s'est faite et continue par se faire depuis Boukossi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème. Je crois que l'actuel ministre de l'administration peut faire quelque chose. Parce que j'ai vu sortir un communiqué par rapport à la chefferie. Déjà, je sens que ce monsieur-ci continue dans cette voie-là. De toute façon, c'est le bénéfice du doute que je lui accorde par rapport au texte qu'il a publié, pourvu que ça soit réel sur le terrain. Manière dont les chefs sont désignés, et on parle d'arrêter, parce que chez nous, en milieu élevé ou en milieu sud, qu'est-ce qui se passe? C'est un conseil de trône qui désigne à travers la famille du chef qui est décédé. Bon, ça c'est la parenthèse. Maintenant, le problème des conseillers régionaux, je crois qu'on va piocher des gens aussi là-bas pour le Sénat. Le Sénat, que moi je n'ai pas adhéré, parce que le Sénat tous les spécialistes l'ont prouvé que c'est une machine budgétivore. Budgétivore. Le président nomme un tiers, les autres c'est les conseillers municipaux, tout ça qui rentre dedans. Et c'est 179 conseillers régionaux. Et le nombre de sénateurs, je n'ai pas encore les chiffres, on a déjà 113 députés, oui. 117 maires. Vous imaginez donc le Togo a de l'argent. Le Togo a de l'argent, mais on ne nous le dit pas. S'ils n'avaient pas de l'argent et qu'on nous crie chaque fois qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, qu'est-ce qui les amène à augmenter le nombre de députés et à avoir un Sénat en plus des conseils régionaux? Tout cela, c'est de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la balle à terre, revoir le découpage de nos communes. Lomé devient une commune de plein exercice. Lomé tout entière, comme Dakar. Dakar a une commune de plein exercice. Cotonou, c'est une commune de plein exercice. C'est-à-dire qu'on a un maire, on a peut-être 4 ou 5 agents, parce que Lomé est grand. Jusqu'à Agonivé. Ils n'ont qu'à laisser cette histoire d'Agonivé préfecture. Depuis quand Agonivé devient préfecture? Agonivé fait partie de Lomé, du grand Lomé. Segbe, Akato, Zanguera, c'est Lomé. Mais Agonivé n'est pas un quartier à part. Vous voyez ça? Et donc, je me dis aujourd'hui qu'il faut arrêter tout ça. Moi, c'est du cinéma. Tout ce qu'ils vont faire pour les arranger, ils sont prêts à le faire. Il faut arrêter ça. Aného, Sokolé, Balimé, toutes ces subdivisions administratives-là, il faut les ramener au niveau des communes. Même certains cantons peuvent devenir des communes de moins d'exercice. C'est ça. Si je prends chez moi, à Michintové là-bas, où Michintové est grand, je donne juste l'exemple là. Par là, c'est Michintové. Après, c'est tout grand, c'est Michintové. C'est le village de Michintové. Alors que même il y a des quartiers même de Michintové qui sont déjà grands. Donc Michintové, le plus grand territoire de cette zone du Ziot 2 là, peut déjà être une commune de moins d'exercice. Maintenant, on prend Lomé, Aného. Tout ça là, c'est les communes. Il y a un maire, le maire de la ville d'Aného, le maire de la ville de Sokolé. Le cinéma qu'ils font ici là, c'est parce que ça les arrange. Vous voyez qu'ils ont dit à Fabre qu'il ne va pas traiter avec le marché des Adarato, parce qu'il y a de l'argent là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, on va dire au maire de Dakar que bon, ok, vous avez lui-même, les marchés là, ce n'est pas votre problème. Il faut arrêter tout ça. Ramener les choses en ordre. C'est un souci de décentralisation à la base. C'est pourquoi nous on dit que la décentralisation est bien amorcée. C'est une bonne chose. Mais elle balbutie. Ça. Moi, mon thème de mémoire, c'est le processus de décentralisation. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que moi j'ai pris dans les deux grandes parties? C'est bien amorcé, mais ça balbutie. C'est ça. Ça balbutie. Donc aujourd'hui, il faut d'abord arrêter cette histoire de Sénat. Je sais que tout ce que j'ai dit là, la machine est déjà en marche. S'ils veulent m'écouter, parce que le Sénégal, ils avaient un Sénat, ils l'ont dissous.
Ils sont revenus en 2017, ils l'ont encore dit aujourd'hui. Il n'y a plus de Sénat. Ça veut dire qu'ils ont compris que le Sénat est budgétivore. Il y a des gens qui ont dansé l'animation, des vendeurs de non, tout ça là. Ils vont rentrer dans ce Sénat-là, on va leur donner 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Ça veut dire que c'est les gens, on veut vraiment les compenser. Surtout ceux-là que le chef d'État va nommer, les tiers là. Ils seront dans ce Sénat-là, ils vont, c'est-à-dire que c'est les gens fatigués. Et c'est quand ils vont se réveiller, on est en train de voter, vous allez voir, ils ont levé les mains. Et chaque fin du mois, ils vont prendre 2 millions, 1 million. On n'a pas encore fait l'essai, ce serait donc relatif. Les gens ont fait essai. Les gens qui sont en avance sur nous, le Sénégal, ils ont fait essai. Et nous, on parle d'abord en tant que journaliste, en tant que spécialiste du domaine. Oui. Il y a des gens qui ont fait des thèses sur le Sénat. Le Sénat est budgétivore. On ne va pas tout copier de la France. Même la France, ceux qui ont copié ça, ils ne font pas comme chez nous ici. Alors, Ouattara, il fonctionne exactement comme Fond Nassibé ici. C'est-à-dire c'est des gens, ils fonctionnent, bon, qu'est-ce qui va nous arranger? Bon, on prend ça, c'est comme c'est ça qui va nous arranger, on va faire ça. Mais ça. Tout ça là, ça va tomber un beau matin parce que quand ça ne marche pas bien là, c'est les populations qui votent. Vous voyez que certains, tu le disais, les gens sont fatigués déjà d'aller voter. Donc il faut arrêter cette histoire-là, ramener nos communes de plein exercice à chaque ville, à chaque ville entière, à arrêter cette histoire de Sénat là. Refaire encore une marche arrière alors que vous avez dit ça va revenir parce que quand le Togolais sera fatigué de voir que le Sénat là, c'est des vendeuses de poids, tout ça là qui vont rentrer dedans, ils vont arrêter ça. Non, plus sérieux que ça, hein, monsieur. Je suis sérieux. Oui, parce que oui. Je suis sérieux, Gérard. Je suis sérieux parce que je me dis que on ne trouve pas l'utilité d'un Sénat aujourd'hui. Abbas ne va pas me démentir que nous on souffre déjà pour avoir quelque chose à manger 2 fois dans la journée. Maintenant on a augmenté le nombre de députés. Ils vont 91 à 113. 3 millions. 22 ou 20 qui s'ajoutent, ou 22. Les 22 là aussi, bon, 23 millions, 3 millions, multiplié par 22 fois 3. Ça fait combien? Donc, et quand tu prends ça, on ajoute encore 179 conseillers. Eux, ils ne prendront pas d'argent, d'accord. Mais déjà, les présidents de chaque région seront payés à 2 millions ou à 1 million 500. Et maintenant, le gouverneur sera payé. Ils viendront aussi. Et là, tu vois que ça pose un problème de finance. Au même moment, les gens crient qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. L'Union européenne dit on va vous accompagner. Ils refusent. Parce que quand l'Union européenne va venir, il va venir voir clair comment ça se passe dans la marmite. Qui a voté qui et comment ça s'est fait, les dépouillements. C'est ça. C'est ça. Oui, alors, Abbas, il y a cette question du Sénat. Hein, vous aussi, vous pensez que ça n'a pas lieu d'être? Son opportunité, son importance dans la vie démocratique, hein, parce qu'il est question de remplir toutes les conditions. Non, on ne fait pas la démocratie ici. Hein. C'est Abbas qui a la parole. On part tous dans les eaux. C'est Abbas qui a la parole. C'est une suite de la décentralisation. Oui. Parce que c'est depuis 1992 qu'on a voté qu'il y aura 2 chambres. Oui. Le Parlement et le Sénat. On a vu les tripatouilles de la Constitution depuis, ça a commencé depuis 1999. Oui, après, il y a eu encore 2002, c'est le pire même ça. Maintenant, les gens n'ont pas touché à cette Constitution, à cette phrase-là, le Sénat. Si on n'a pas touché le Sénat, ce qui veut dire que c'est bon pour eux. Ils ont les moyens pour le faire. On a fait changer certaines choses, mais le Sénat, depuis 1992 qu'on a voté, ça est là. Donc, les gens se disent qu'il faut respecter la loi, parce que si on dit qu'il y a ça dans les tests, dans la Constitution, et puis ce n'est pas appliqué, on dit qu'on a violé la Constitution. C'est tout comme la Cour... Cour des comptes. Conseil économique. Oui. Ah oui. Ils n'ont pas fait ça, personne les a tués. Oui. Conseil économique, là, on n'a pas fait. Mais il y a des économistes qui les accusent. Ils doivent le faire. Donc aujourd'hui, s'il y a ça, bon, je me dis, comme c'est une phase aussi de la décentralisation, et nous sommes à l'essai, on n'est qu'à l'étape, il faut commencer quelque part. Et c'est comme ça, peut-être qu'on veut commencer à voir ce qui se passe. Si ça ne marche pas, on va faire comme le Sénégal, les autres. On le supprime parce que l'Assemblée nationale va se retrouver pour dire cette Sénat est budgétivore, on n'a pas de moyens. Et le vote va passer au niveau de l'Assemblée nationale. Pour qu'on supprime le texte, ou bien qu'on supprime l'article de la Constitution qui impose le Sénat. C'est le référendum. C'est le référendum. Ce ne sera pas référendum, oui. On peut le faire. C'est la Constitution qui l'a prévu, donc si, c'est la Constitution. Donc on peut le faire. Donc aujourd'hui, moi je dis, quand les gens nous disent qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont l'argent. Ils sont en train de nous prendre les taxes. C'est les impôts. C'est ça. Oui.
Donc, qui paie? C'est nous. C'est nous. Chiffre, hein. C'est le contribuable togolais qui paie. Ils sont à 1000 milliards cette année, non? C'est le contribuable togolais qui paie ça à partir des impôts et des taxes que on nous fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a Sénat aujourd'hui, il faut s'attendre à voir que peut-être on va encore nous augmenter des impôts. Des impôts. Les Togolais vont claquer. C'est ça. Donc, c'est comme ça, ça va. Est-ce que tout cela est pris en compte dans le budget exercice 2024? Parce que tout ce que vous avez développé là. Chez nous, on dit, ça y est, quand les gens se sont dit qu'ils vont aller aux élections sénatoriales, c'est-à-dire aux élections régionales, pour constituer le Sénat et trouver des gens là-bas pour aller combler le vide qu'il y a à la Cour constitutionnelle. Oui, il y a ça aussi. Non, c'est eux-mêmes qui ont créé tout ça. Pour nous dire que mais si on ne fait pas ça, la Cour constitutionnelle ne sera pas complète. C'est toi qui as demandé ça. C'est ça. Encore moins moi. Et donc, pour dire en réalité que ce que Abbas dit, il y a une réalité. Parce que, d'abord, j'ignore si c'est la Constitution de 92, l'original, la Constitution de 92, qu'ils ont tripatouillé plusieurs fois à leur profit. C'est pas si cette constitution qui prévoit les deux chambres. C'est la constitution de 92. C'est 92 même. Oui. Maintenant, eux aussi, ils appellent ça constitution de 92. Ils ont gardé le nom là, constitution de 92. Modifié. Voilà, c'est comme ça. Moi, je n'adhère pas à ça. C'est-à-dire que, normalement, la terminologie juridique ne devait pas être comme ça. Parce que ce que le législateur ou le constituant togolais ou le Togolais a voté en septembre 92, c'est la démocratie qu'on a voté. Et quand je parle de démocratie, c'est les outils qui doivent amener à la démocratie qu'on a voté. Maintenant, comme il le dit, peut-être l'expérience du premier Sénat, là, on verra ça. Et s'il faut dissoudre le Sénat, je crois que ce serait peut-être pas un référendum, en principe, parce que c'est la Constitution qui prévoit le Sénat, si c'est ça. Et donc, sinon le Sénat même ne peut pas se dissoudre. Hein, parce que les gens ont 3 millions, pensent qu'ils vont dire qu'on ne va plus gagner par base. Ils ne vont jamais dire que nous, on ne va plus gagner. Et l'Assemblée nationale n'a pas ce poids-là seulement à elle, parce que c'est deux chambres. S'il y a des lois qu'on vote ici, eux aussi, ils doivent compléter. Malheureusement, je ne vois pas le dynamisme démocratique dans la deuxième chambre là. C'est la chambre haute, en fait, le Sénat. Dans la chambre haute là, par rapport à ce qu'on vit déjà au Togo, par rapport à l'Assemblée nationale, surtout la dernière législature. Parce que le Togolais est tellement mieux politiquement que le Togolais ne veut plus voir tout ça. Le régime de Faure Gnassingbé, le régime togolais fait tout pour avoir la même mise sur tout et gouverner éternellement. C'est ça la réalité, monsieur Gérard. C'est ça. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, moi, tout en comprenant Abbas, peut-être l'expérience de ce Sénat-là, on verra ce que ça va marcher. Mais quand on va rentrer dedans là, sortir sera un problème au Togo. Ça va sortir. Les Sénégalais, ils sont sortis. Vous voyez le dynamisme démocratique qui est là-bas? Oui. Ils ont fait l'expérience, ils ont dissous ça en même temps. Ils sont encore revenus, ils ont encore dissous. Je ne crois plus qu'ils vont encore revenir. Je ne sais pas pour le moment. Tout dépend des régimes qui arrivent. Maintenant au Togo, c'est le même régime qui est là, depuis il y a des mois. La preuve, Faure Gnassingbé disait la dernière fois à son congrès qu'il a la nostalgie du RPT. Pour ne pas le paraphraser. Faure Gnassingbé a dit ça. C'est ça. Et il chantait même des chansons nostalgiques. Je le comprends. Moi-même, je me retrouvais dans cette émotion-là dans les années 86, au temps des 20 ans d'il des C'est ça. Mais aujourd'hui, les choses ont bougé. Et c'est là même où se trouve le problème togolais. Parce que celui qui dirige le Togo, il se retrouve toujours dans l'Antiquité. C'est ça. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, les élections là, les Togolais doivent aller tous aux urnes, quelles que soient les conditions. D'accord. Ambroise, merci. Abbas, merci. Alors ces échanges tirent à leur fin. On a voulu parler un peu de Sénégal avec cette volte-face de Macky Sall. Intéressant. Oui. Donc très rapidement, ce qui se passe au Sénégal. Il a décidé de faire les élections le 2 juin. Bon, les gens disent que non, il faut le faire à tout prix avant le 2 avril, date de fin de son mandat. Ouais, bon, très rapidement. Je pense que c'est le dialogue. Et le dialogue a décidé que ce soit le 2 juin. C'est ça. Le 2 juin, moi, je trouve que c'est un peu raisonnable pour que les gens puissent revoir les tests et aplanir les divergences qu'il y a avec les candidatures qu'on a rejetées. C'est ça. Pour que tout le monde soit prêt pour aller. 2 juin, là, c'est raisonnable, puisque c'est le temps de carême va finir. Et après, ils vont entrer en saison sèche. Ça va leur permettre de se préparer pour aller au 2 juin. Mais le problème, c'est que l'autre va quitter le 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre selon les tests, selon la Constitution,
ou soit certains disent que il n'a qu'à rester pour faire la transition jusqu'au 2 juin. Je pense que ce serait un problème à leur niveau. Ça va compliquer la situation du Sénégal. Tel que ça, là, il n'a qu'à quitter le 2 avril et le président de l'Assemblée nationale, comme les textes l'exigent, prend le relais et organise les élections du 2 juin. C'est ça. Très rapidement. Je crois que Macky Sall a manqué une occasion de quitter par la porte. La grande porte, oui. Pas la grande porte. Ça, c'est déjà dépassé. La petite fenêtre qui lui reste actuellement, il est en train de la fermer. Tout simplement parce que si la honte n'avait pas quitté le Sénégal, Macky Sall ne serait plus actuellement président. Tu as tout compris. Tout simplement parce que on ne peut pas, à cause de ses intérêts personnels, détruire un pays. Macky Sall, le 2 avril, quitte le Sénégal. C'est ce qu'il a dit. Il va le faire. Il n'a qu'à le faire. Oui, il y a le président de l'Assemblée nationale qu'on peut choisir pour diriger. Même le fait qu'il ait poussé les élections présidentielles en juin, déjà c'est une manœuvre politique pour pouvoir se préparer dans son camp. Denis Bokaka. Et les gens ne vont pas le tolérer. Et en faisant ça, puisque sa femme et ses enfants sont déjà au Maroc, il prépare le déluge après lui. Ce n'est pas normal pour un président qui veut se faire respecter et qui doit se faire respecter. Aujourd'hui, le Sénégal a toujours été une démocratie. Le même combat qu'il a mené contre Abdoulaye Wade, aujourd'hui, il est en train de détruire ce combat-là. Ce n'est pas normal. Et donc, que Macky Sall puisse avoir la hauteur d'esprit de dire que nous allons aux élections en avril, par exemple, et qu'il puisse quitter le 2 avril. D'accord. Il a dit qu'il va quitter le 2 avril et c'est le dialogue. Et libérer Ousmane Sanko. Parce que c'est de lui qu'il s'agit en fait. D'accord. Très rapidement, un dernier message, très rapidement. Moi, j'ai un message aux Togolais. Oui. Que chers Togolais, n'ayez pas peur des élections. On sait que toutes les conditions ne sont pas réunies. Ce n'est pas à nous quand même de vous le dire. Mais puisque vous êtes allé vous faire recenser, ce n'est pas pour aller prendre des billets de banque. Ou ce n'est pas pour aller au commissariat. Ce n'est pas pour ça. Les cartes que vous avez prises, c'est les cartes qui sont destinées au vote. Et vous devez accomplir votre devoir civique. Ailleurs, vous ne le faites pas, vous êtes emprisonné ou vous payez. Oui. Donc ici, personne ne vous oblige, mais vous avez un devoir moral de faire un changement. Parce qu'un pouvoir qui est là 60 ans, les Togolais, vous êtes fatigués. Donc quand vous êtes fatigués, pour pouvoir renverser la tendance, il faut aller voter. C'est vrai que les gens vont encore faire des trucs, mais au moins que l'opposition occupe l'Assemblée pour faire un blocage. S'il n'y a pas majorité, mais nous prions que cette majorité soit acquise. D'accord, tout à fait. Abbas, le dernier mot? Non, le dernier mot, moi j'ai pris que ce soit fait par la CENI, c'est-à-dire qu'on distribue vite les spécimens aux partis politiques, qu'on donne les spécimens aux médias pour commencer la sensibilisation maintenant. Ça va au moins baliser le chemin pour que les gens comprennent le double scrutin que nous sommes en train d'aller assister. Donc il faudrait que la communication et la sensibilisation puissent démarrer au moins à temps, surtout d'ici le 5 mars, qu'on puisse le démarrer. D'accord. Merci beaucoup. Que la sensibilisation commence le plus vite pour plus de compréhension de ce processus, de ce double scrutin législatif et régional, afin que les Togolais, les votants, puissent savoir à quoi s'attendre le 20 avril prochain. Merci Ambroise pour ce temps passé à nos côtés. Merci Abbas pour votre disponibilité. Mes téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi ces échanges. Je vous retrouve le samedi prochain. Bon rendez-vous, au revoir et à très bientôt. Merci.